Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le mandat de l'actuel coordonnateur spécial pour Haïti, Kenneth Merton, ne sera pas prolongé. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de la diplomatie américaine de réduire les fonds alloués à certains programmes. Le chef du gouvernement, Jack-Guy Lafontan, a procédé ce mercredi à sa propre installation comme ministre AI des Affaires sociales et du Travail. M. Lafontan promet de restructurer ce ministère. L'ex-ministre des Affaires sociales nie son implication dans le scandale des kits scolaires surfacturés. Roosevelt Bellevue se présente comme une victime. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Le président des États-Unis, Donald Trump, ne prorogera pas le mandat de l'actuel coordonnateur spécial du département d'État pour Haïti, M. Kenneth Merton. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de la diplomatie américaine de réduire les fonds alloués à certains programmes. Selon le secrétaire d'État Rex Tillerson, la majorité des postes d'envoyés spéciaux sera supprimée et leurs responsabilités réassignées dans le cadre d'une révision globale du département d'État. Sur les 66 envoyés spéciaux ou représentants actuels, seulement 30 seront maintenus. 9 postes, dont celui d'Haïti, de l'Arctique, de la Syrie, du Myanmar, de la Libye, du Soudan et du Sud-Soudan seront supprimés. L'administration Trump conservera les envoyés ou ambassadeurs pour les questions féminines, les otages, les négociations israélo-palestiniennes, la traite des êtres humains, le VIH-Sida et l'Holocauste. Lors d'une audition au Congrès, le secrétaire d'État a expliqué que 21 postes seront intégrés dans d'autres bureaux, 5 fusionneront avec d'autres postes et 1 sera transféré à l'Agence américaine pour le développement international. Rappelons que M. Kenneth Merton, avant d'être le coordonnateur spécial pour Haïti, avait été ambassadeur des États-Unis en Haïti de 2009 à 2012. Installation ce mercredi du Premier ministre au poste de ministre AI des Affaires sociales et du Travail. Dans son discours de circonstance, le chef du gouvernement a fait savoir que sa priorité est de lancer le processus de restructuration de ce ministère. Un processus qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'État exigée par le président Jovenel Moïse. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et Gaston Delpech. Alors que des observateurs critiquent l'inefficacité de Jack-Guy Lafontan au poste de Premier ministre, ce dernier porte désormais un double chapeau. Il assure l'intérim au ministère des Affaires sociales et du Travail, selon un arrêté présidentiel en date du 29 août. 24 heures après sa nomination, il s'est auto-installé à la tête de ce ministère ce mercredi en remplacement de Roosevelt Bellevue, révoqué pour son implication présumée dans la corruption. La priorité du nouveau venu, restructurer l'institution dans le cadre du plan de réforme de l'État prôné par le président de la République. Si d'un côté le ministre par intérim entend aborder certaines questions en bon père de famille, de l'autre il n'acceptera pas les dérives, prévient-il. Là-dessus,
Le docteur Jackie Lafontaine se veut clair. Dans son souci de moderniser le MAST, le Premier ministre souhaite remplir sa double vocation à la tête du ministère des Affaires sociales comme il se doit, à savoir conduire la politique du gouvernement en matière de sécurité sociale et veiller à l'harmonisation des relations entre les différents partenaires sociaux. Pour un ministre qui assure l'intérim, la tâche paraît énorme. Soulignant qu'au moment de l'auto-installation de Jackie Lafontaine, un petit groupe d'individus se présentant comme contractuels du MAST s'était massé devant les locaux de l'institution à l'avenue Charles-Sumner pour réclamer le paiement de plus de 11 mois d'arriérés de salaire. L'ex-ministre des Affaires sociales nie toute implication dans le scandale des kits scolaires surfacturés. Roosevelt Bellevue, qui se présente comme une victime, déplore la campagne de dénigrement orchestrée contre lui, notamment sur les réseaux sociaux. Démis de ses fonctions par arrêté gouvernemental en date du 29 août, l'ancien titulaire du MAST regrette de n'avoir pas eu le temps de mettre en œuvre sa vision. Le Premier ministre Jackie Lafontaine a procédé ce mercredi à l'installation des membres du conseil de direction du bureau de gestion des militaires démobilisés. Dans son discours de circonstance, le chef du gouvernement a fait savoir que la mission fondamentale de ce conseil sera d'informer le gouvernement sur les bonnes relations entre l'institution étatique et les militaires démobilisés. La situation sanitaire en Haïti se détériore de plus en plus, selon l'ancienne ministre de la Santé publique, le docteur Joseph Bijou. Elle a mis en cause la mauvaise gestion du système sanitaire par les autorités, l'absence de continuité de l'État et l'instabilité politique, entre autres. Madame Bijou a fait remarquer que la dégradation du secteur de la santé est telle que certaines maladies qui avaient été éradiquées depuis fort longtemps ont refait surface aujourd'hui. L'on prend Haïti, que ce soit programme pour tuberculose, que ce soit pour VIH, que ce soit pour malaria, Haïti c'est seul pays, l'État haïtien pas mettre 5 cobs là-dedans, à part 2 ou 3 employés qui sont fonctionnaires de l'État qui a touché un salaire. Tout l'autre pays, il y a qui bail pipiti en bail 20% dans tout ça qu'a fait là. Il y a qui bail 30, il y a qui bail 40. Parce que pour arriver un moment que le programme ça a retiré tête. D'ailleurs, il a commencé à diminuer. Le Fonds mondial annoncé en 2018, programme enveloppe 2018-2020, il a baissé la donne. Il a baissé la donne. Puis il faut retirer le col dans la tuberculose. Donc, moi, c'est les préoccupations de médecins de santé publique que moi-même m'a exprimé là.
Il est question que pas gagner un l'État qui rentrait dans toute action santé publique. Tout c'est international. 96% si comme yo ba ministère santé publique là, il passé dans payer quelqu'un employé. Sous l'égide du National Democratic Institute, l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie a organisé ce mercredi un atelier de réflexion sur la réforme du système électoral. Les discussions se sont déroulées en présence de juristes, d'activistes politiques et des membres du Conseil électoral provisoire. Suivez les explications du directeur exécutif du CEP, Uder Antoine, au micro de Jérémy Tillon. Dans toute intervention au Conseil, là, nous avons toujours parlé de formation que nous faisons pour le personnel vacataire qui était clé. Côté que nous avons augmenté la durée de formation, côté nous avons pris le temps pour nous faire agenda de formation, pour nous faire tout accompagnement pour nous faire des formations qui mettaient accent sur la qualité. Et c'est ça que nous avons un résultat qui était que pour servir Boyo, CTVA te recevoir, je suis capable de dire en bonnes conditions pour le faire travailler. C'est un aspect. Nous avons gardé tous ces derniers temps dans le pays, c'est une bonne chose. Tout le monde a parlé de technologie dans le processus électoral. Tout le monde a dit qu'il faut nous aller vers le vote électronique. Dans la réflexion qui sont faite là dans la salle, est-ce que nous allons arrêter demain matin aller vers un système 100% électronique ou bien nous sommes capables de dire par rapport à la réflexion faite, dans un premier temps, nous avons passé par l'identification biométrique et puis par un système de comptage rapide parce que nous connaissons question de résultat rapidement. C'est un bail qui est important parce que tout autant on prend le temps pour le résultat, il crée des problèmes. Et après, c'est un bail au niveau du conseil, là, nous fait. Au niveau CTVA, qui était très performant, qui travaille avec l'efficacité, nous avons des résultats dans un temps raisonnable, côté que pas faire l'objet de débat. Il faut continuer à aller de l'avant, tout pour nous, même dans l'autre pays, côté que nous avons dans 24 heures ou dans 48 heures. Ça a demandé un pile effort, ça a demandé qu'à tous les niveaux, que nous continuions à aller vers la technologie, que nous continuions à moderniser le système noir, parce que nous avons des expériences qui ont fait tout près de nous, et ça a demandé tout pour nous continuer à former les ressources humaines, tout personnel qui a participé dans le processus là. La coordinatrice du programme national de cantine scolaire, Fanaise Laguerre, a annoncé ce mercredi que de nouvelles dispositions seront adoptées à l'occasion de la nouvelle rentrée scolaire. Madame Laguerre a fait savoir que toutes les structures à travers les 10 départements du pays seront régularisées afin de permettre à plus d'écoliers d'avoir accès à un repas chaud par jour. PNCS, c'est une institution, je nous dis là, mission c'est bailler tout le monde manger. Je crois que nous entrons dans une dynamique chita avec tout directeur de l'école qui est dans le programme. Et département par département, nous commençons dans l'ouest. Nous avons bougé pour que PNCS baille résultat que le doit bailler là, arriver à mettre un plat chaud devant chaque petit monde l'école. Ça veut dire nous ne pouvons pas quitter l'ouverture de l'école là, si petit monde n'a pas accès à un plat chaud. Nous avons dit toute direction de l'école, tout partenaire qui travaille dans la cantine, tout opérateur, bailleur de fonds, PNCS c'est amis nous. PNCS veut travailler avec nous. En nous poter coller bourré pour nous que nous renforcer davantage pour nous atteindre une vraie mission, c'est bailler chaque monde a accès à un plat chaud. Jean-Président Jovenel Moïse s'est toujours dit là pour que chaque monde ait chance pour manger à l'école. Le ministre de l'Économie et des Finances, Jude-Alix Patrick Salomon, a apporté des précisions sur toutes les rumeurs qui circulent, surtout dans les réseaux sociaux, concernant les nouvelles mesures qui ont été prises concernant ce qu'on appelle l'impôt locatif. Pour faire le point sur cette question, nous avons avec nous ce soir Maître Leslie Alphonse, notaire. Bonsoir, Maître Alphonse. Bonsoir, bonsoir, M. Clan. Bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Télémétropole. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Tout le plaisir est pour nous. Maître Alphonse, les rumeurs les plus folles ont couru sur apparemment un impôt forfaitaire de 10% sur le prix de cession
des propriétés bâties que l'État voudrait imposer. Le ministre a complètement démenti cette rumeur et a apporté des précisions. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement de quoi il s'agit? Bon, et cette fameuse question de 10% porte sur la taxe foncière des propriétés bâties. La contribution, ça s'appelle techniquement contribution foncière des propriétés bâties, CFPB. Et en général, dans le langage courant, on parle d'impôt locatif. C'est ça. Donc, ça n'a rien à voir avec la valeur intrinsèque. Ça ne porte pas sur la valeur intrinsèque, la valeur vénale de l'immeuble. Ça porte sur la valeur locative de l'immeuble, qui est définie comme étant le prix auquel la maison est louée ou auquel la maison aurait pu être louée. Exact. Oui, alors ça ne porte pas comme le bruit a couru pendant un certain temps et sur la valeur de l'immeuble. Et j'ai même entendu des gens affolés craindre que, en fait, dire qu'à ce rythme de 10% par année, au bout de 10 ans, exactement, le contribuable aurait à verser à l'État haïtien la valeur totale de 100% de la valeur de son immeuble. Exactement. Ce n'est pas exact du tout. Ça porte sur la valeur locative, ça porte sur la contribution foncière des propriétés bâties. C'est ça. J'ai ici sous les yeux les termes exacts de ces nouvelles dispositions. Jusqu'à 50 000 gourdes, 6%, de 50 000 à 100 000, 7%, etc. Et jusqu'à plus de 200 000 gourdes, 10%. Donc 10% est le maximum, alors que, si j'ai bien compris, avant, cet impôt locatif était de 15%. Donc, il y a une diminution. C'est une réduction. D'accord. C'est une réduction. Cependant, il y a une petite confusion qui demeure parce que dans le texte sur la contribution foncière des propriétés bâties, il est question des terrains, des maisons qui ont une valeur locative de l'ordre de 480 gourdes en ville et de 900 gourdes en milieu rural qui, en deçà de ce seuil, sont exempts d'impôts de taxes foncières des propriétés bâties. Très bien. Et j'ai comme l'impression que dans le nouveau texte, c'est généralisé. On parle de minimum, de minimum imposable à tous. Donc il faudrait peut-être apporter un petit éclairage sur ce point particulier. Oui. Maintenant, Maître Alphonse, quelque chose qui m'a toujours intrigué, qui décide, qui établit la valeur locative d'un immeuble? Est-ce que ce sont les gens de la DGI? Est-ce que c'est... Et sur quelle base cette valeur locative est-elle établie? Bon, normalement, il y a dans un autre texte, je crois que c'est la législation sur les loyers, et il y en a eu plusieurs, mais je sais que dans l'ensemble, il est en général prévu que la valeur locative technique ou bien théorique serait le centième de la valeur de l'immeuble. Évidemment, et c'est tout à fait théorique, parce que c'est pas ce qui détermine le prix auquel un immeuble sera loué ou pourra être loué. OK, mais on peut admettre que c'est une base de calcul. Très bien, mais à ce moment-là, je continue la question. Qui établit la valeur d'un immeuble? Normalement, il n'y a pas une... Bon, dans un premier cas, on vous dit que la valeur locative est la valeur à laquelle l'immeuble est loué. Le montant du loyer tel qu'il est prévu dans le contrat. Oui. Donc ça, il est déterminé par les parties. D'accord, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Le bailleur et le locataire. Mais si la maison est occupée par le propriétaire et qu'elle n'est pas en location. Si la maison est occupée par le propriétaire, là, on parle de la valeur à laquelle cette maison aurait pu être louée. Donc là, déjà, on rentre dans le subjectif. Tout à fait. Et là, il y a matière à discussion. Mais en toute matière, normalement, si les parties ne s'entendent pas, il y a toujours possibilité d'aller en découdre devant le tribunal. Oui, on peut toujours faire appel. Parce que là encore, il y a une grande confusion entre... Cette partie-là, il y a une confusion là à ce niveau.
Il y a plus qu'une confusion, il y a confusion entre est-ce que pour établir cette valeur locative, on se fonde sur la valeur de remplacement, la valeur intrinsèque du bien, ou bien est-ce qu'on fait appel à la valeur marchande du bien? Je prends un exemple très simple. Vous êtes propriétaire de 2 terrains de 1500 mètres carrés chacun, l'un se trouve à la Montagne Noire et l'autre à la 3e avenue Bolos. Vous baptisez sur chacune de ces 2 propriétés 2 maisons jumelles, exactement identiques. Ça vous coûtera à peu près le même prix, c'est-à-dire que la valeur intrinsèque ou la valeur de remplacement de ce bien sera à peu près la même. Par contre, si on veut prendre la valeur locative de ces 2 immeubles, celui qui est à la Montagne Noire vaudra 10 fois plus que celui qui est à la 3e avenue Bolos. Donc sur quelle base le ministère ou la DGI fait-elle ces évaluations? Bon, en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, il y a une disposition légale qui ne parle pas, ça ne mentionne pas la valeur ni de remplacement, ni la valeur vénale, ni quoi que ce soit. Ça dit simplement la valeur. Du montant auquel, je crois que j'ai le texte quelque part, que je peux même lire. Il s'agit de l'article 1er. OK, sur le décret du 5 avril 1979, modifié par le décret du 23 décembre 81. Le 2e alinéa dit que la valeur locative est le prix auquel l'immeuble est loué ou celui auquel il peut être loué. Donc, à partir de ce moment, on parle de marché de la location. Donc, il y a de la place pour le dire d'expert, il y a de la place pour l'expérimentation, il y a de la place pour tout ça. Mais le texte concernant la contribution foncière à la propriété bâtie ne mentionne pas la valeur vénale ni la valeur de remplacement. C'est ça. Oui, la confusion reste totale, d'autant que je me rappelle que les inspecteurs avaient des listes en main, comptaient le nombre de pièces, le nombre de gens qui pouvaient être logés dans cette maison, etc. Et c'était sur cette base que ça se faisait. Mais encore une fois, une maison à la Montagne Noire et une maison à la 3e avenue Bolos, à mon sens, ne peuvent pas payer les mêmes impôts locatifs. Oui, bon, moi je peux témoigner de la véracité de ce que vous avancez, parce que j'ai eu moi-même à vivre cette expérience-là, que l'agent évaluateur de la municipalité s'est présenté et a fait valoir un tarif basé sur le nombre de pièces. Voilà. Donc dans tel quartier, la pièce revenait à X, à temps ou à temps dans l'autre quartier. Donc aucune considération sur la nature de la pièce, sur la dimension de la pièce, ni sur le type d'équipement qu'il y a dans la pièce. Bon. Très bien. Bon, écoutez, je pense que ce qu'il faut retenir de cette déclaration du ministre Salomon, c'est que imposer 10% sur la valeur du bien elle-même, il n'en a jamais été question. Et au moins sur ce point-là, la population va être rassurée. En effet, il n'en a jamais été question. D'accord. Merci infiniment, Maître Leslie et Alphonse, de nous avoir apporté ces précisions. Et bonne fin de soirée et à bientôt. Merci à moi de vous remercier, M. Klein, et à toute l'équipe de Radio-Télévision Métropole. Et je suis à votre disposition et c'est un plaisir pour moi d'avoir pu participer avec vous ce soir dans cette émission. Au plaisir. Encore merci. Au revoir. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.